Depuis plus de 15 ans, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, organise un cycle de rencontres annuelles avec des écrivaines et des écrivains québécois. Ces rencontres sont animées par des chercheurs en littérature, aussi bien jeunes que plus aguerris, ce qui permet de mettre en dialogue les textes, les auteurs et les savoirs. Cette année, les rencontres d'écrivaines et d'écrivains du CRILC sont consacrées aux littératures de combat, c'est-à-dire aux actrices et aux acteurs du milieu littéraire qui résistent au courant hégémonique du livre et qui évoluent dans les marges. Le premier combat abordé dans ce cycle d'entretien porte sur la place des femmes racisées et des minorités de genre dans le milieu éditorial. Nous avons invité pour cette occasion Madioula Kébé-Camara, fondatrice et directrice générale de diverses syllabes, mais également éditrice, autrice et poète. Féministe consciente des enjeux de l'intersectionnalité, elle compte parmi les forces vives qui œuvrent pour promouvoir le multiculturalisme et la diversité dans le milieu littéraire québécois. C'est Mélika Abdelmoumen, chercheuse, écrivaine et éditrice, qui anime cette rencontre. Ses travaux de recherche portent principalement sur l'autofiction, en plus d'avoir signé plusieurs essais, récits et romans publiés en France et au Québec. Madioula Kébé-Camara, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mélika, merci de cette invitation, je suis très heureuse. Merci à vous. Avant qu'on en vienne à ce qui vous a mené à fonder Diverses Syllabes, votre maison d'édition, j'aurais trouvé intéressant que vous nous parliez un peu de votre parcours, ce qui vous a amené dans un premier temps au Québec, puis à la littérature, puis à fonder cette maison d'édition. Très bien, donc moi je suis originaire de France, mais mes parents sont du Sénégal. Donc, ils ont émigré en France dans les années 70-80. Mes frères et sœurs et moi sommes nés et nous avons grandi à Paris, en France. Puis, à mon tour, j'ai émigré au Québec, à Montréal, il y a 5 ans. Donc, moi, mon parcours, c'est un parcours comptable. Plus jeune, j'ai choisi une formation de comptabilité. En fait, je me suis simplement obligée à faire un choix rationnel en délaissant finalement ma passion pour la littérature parce que plusieurs raisons en fait ont motivé ce choix. D'abord, je voulais entrer rapidement dans la vie active, avoir des opportunités d'emploi sans avoir à aller jusqu'à la maîtrise par exemple ou faire des longues études. Donc c'était l'aspect financier finalement. Puis au niveau des opportunités d'emploi, c'est simple, je voyais pas de personnes qui me ressemblaient. Pas assez d'exemples. Dans les années 90-2000 en France, il n'y avait pas de figure qui pouvait me parler, qui pouvait m'inspirer pour que j'ai une inspiration particulière. Et je me disais, non, c'est pas pour moi. Donc, pas ces minorités visibles-là qui auraient pu me toucher, me parler intimement. Donc, ce choix, finalement, a été fait plus rationnel, plus réfléchi, et mais moins spontané aussi, moins de passion. Pour paraphraser Virginia Woolf, je dirais qu'il me fallait une chambre à moi aussi, un salaire, mais pas que. Il y avait d'autres enjeux qui rentraient en compte à ce moment-là. Donc, c'est après 14 ans, en fait, dans ce domaine bancaire et financier en France, comme à Montréal. J'ai décidé de retourner aux études, de me retourner vraiment vers cette littérature, vers la littérature, avec un grand L. Qui avait toujours été là, mais qui ne pouvait pas, pour toutes sortes de raisons, toutes les raisons que vous venez d'évoquer, qui ne pouvait pas occuper la place principale. Exactement. Ça prenait une introspection, et cette introspection, j'ai eu le temps et l'énergie de la voir et de le faire après la naissance de mon deuxième enfant, même si quand on a plus d'enfants, on a moins de temps, mais c'était pendant cette période en fait de maternité, de congé maternité, mais de grossesse aussi, où tu te poses plein de questions, où tu te demandes à toi-même qu'est-ce que je veux vraiment faire, est-ce que je suis au top de ce que j'ai toujours aspiré à être, et cette prise de conscience là aussi, c'était d'avoir de la bienveillance envers moi-même, envers la réalisation, envers la réalisation de mon moi, la personne que je voulais être, de la meilleure version de moi-même, et puis sans avoir de regrets. Donc c'est tout ça qui m'ont permis de rassembler mon courage de retourner aux études après plusieurs années passées dans la vie active. Et je suis vraiment heureuse de ce choix-là parce que ça m'a permis de me retrouver, d'exceller en moi-même dans la satisfaction.
de moi. Donc, ça a été études en littérature à l'UQAM, si je ne me trompe pas, Exactement. à la maîtrise. Alors, au bac, Au là, bac je vais d'abord, entamer la d'accord. maîtrise bientôt. Et D'accord. puis, c'est vraiment avec une grande satisfaction, là. Et peut-être qu'on parlera un petit peu tout à l'heure de ce que c'était que votre place ou votre sentiment ou de ce que c'est encore aujourd'hui, étant à la fois d'origine sénégalaise, immigrée française et femme dans les salles de classe de l'UQAM. Mais tout ça, d'abord, on peut-être venir à l'essentiel de notre rencontre. Vous êtes donc en train d'étudier en littérature à l'UQAM. Vous commencez à avoir des projets. Vous pensez éventuellement à l'idée de fonder une maison d'édition, mais c'est un projet plutôt lointain au départ. Hein. C'est pas dans l'immédiat. Tout à fait. L'idée de ce projet, c'est de me dire, soit j'intègre une maison d'édition existante, soit je crée une maison d'édition. Donc, je me laissais du temps déjà pour mûrir le projet. Je voulais faire quelque chose de féministe pour et par des femmes. Mais j'avais pas plus de critères. C'était encore nébuleux. Un rêve lointain, comme vous disiez. Mais tout s'est précipité cet été... déjà dans le contexte particulier que l'on vit dans le cadre du confinement, j'ai intégré, en fait, je me suis impliquée dans plusieurs groupes de discussion. Donc, c'est des sujets, en fait, qui tournaient souvent autour des mêmes thèmes. Le manque de représentation de personnes non blanches. Par exemple, le fait aussi que les femmes soient bloquées par des plafonds de verre, du manque d'initiative des communautés noires qui seraient trop en attente, trop dépendantes des autres. Et comme vous le disiez, moi j'ai plusieurs casquettes. Le fait que ce soit une femme noire, immigrante, musulmane, mère, étudiante, issue de la classe ouvrière, ben, tout en fait me désignait comme une personne qui n'allait pas réussir. Il fallait que je reste à ma place. Et encore, c'était ça. Et grâce à tous ces débats, ces discussions, ça a mis le feu aux poudres, en fait. Ça m'a animée à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui me disait non, je ne veux plus rester à ma place. Pour citer Rokhaya Diallo, la journaliste militante et féministe française, je ne voulais plus, je voulais agir tout de suite. Et puis, ces bribes, en fait, de projets, ben, ça s'est avéré être finalement quelque chose de plus gros que moi. Puis j'ai réussi à constituer une équipe, et cette équipe avec moi aujourd'hui qui constitue l'essence en fait du Diverses Syllabes. Franchement, c'était en attente. Tout le monde voulait, pensait et attendait qu'une initiative comme celle-là apparaisse et puis qu'elle voit le jour. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le moment de crise a catalysé, il y a un effet catalyseur sur vous, sur beaucoup de femmes. Hein, si on parle du milieu littéraire, sur beaucoup de femmes du milieu de l'édition, sur beaucoup de femmes auteurs ou d'autrices, issues de la diversité ou non. Et tout ça, il y a une espèce de moment, de moment galvanisant qui a fait que vous avez pu réunir toutes ces personnes autour de vous et fonder donc cette maison d'édition Diverses Syllabes. Est-ce que vous pourriez nous glisser nous parler un peu de votre équipe parce que la constitution de votre équipe est partie intégrante du projet, de la nature du projet et du combat qui vient avec le projet, et aussi votre ligne éditoriale. Tout à fait. Cette équipe merveilleuse qui m'entoure. Par quoi commencer? Parce que c'est comment dire. L'équipe, ce sont des partenaires, je ne sais pas s'il faut que je les nomme. Hein. Par exemple, vous pouvez. Bien sûr. Je les remercie, elles me portent, en tout cas, il y a Catherine Fortin, par exemple, une des cheerleaders de l'équipe qui vraiment est venue me chercher en me disant « Tu as le droit, tu dois, nous pouvons, nous allons dans l'action beaucoup d'encouragement, de volonté. » Donc, elle fait partie de l'équipe intégrante, également étudiante à l'UQAM, par exemple. Pardon. Et puis, ensuite, nous avons... d'ordre général, Sayaka Araniva, qui est également une étudiante de l'UQAM, qui s'occupe des réseaux sociaux, qui vient gérer l'aspect des communications, et puis d'autres affaires aussi, le site web. Elle est très portée sur les réalités numériques, donc c'est son dada. Oui.
C'est nécessaire maintenant. Exact. C'est Oui, nécessaire, mais en oui. plus, c'est sa passion, son hobby, si je ne puis me le permettre. Brinta, qui est étudiante, qui est doctorante en histoire à l'UDEM, mais également qui est très active dans le milieu littéraire, historique aussi. Puis son projet de thèse réunit tous ces enjeux sur la minorité. Puis elle est tamoule française, donc c'est des enjeux qui viennent la chercher. C'est tout ça. C'est des personnes en fait qui font partie de l'équipe qui, dans leur vie, que ce soit académique ou personnelle, sont en action déjà et viennent compléter toutes les branches dont on a besoin dans l'entreprise. Il y a également Leila, Emanuela Face, qui est brésilienne, qui travaille avec nous, qui est éditrice aussi depuis plusieurs années, plus de 10 ans au Brésil et ici aussi au Québec. Donc elle vient apporter aussi tout ça, cette expertise. Hein. Nous avons aussi Maude Lafleur, qui est chargée de cours à l'UQAM, qui apporte les enjeux théoriques et également tout ce qui est... elle est autrice aussi également, éditrice, puis elle peut faire apporter de la correction. Elle est également chargée de cours. Elle a on peut dire une expertise extrêmement précieuse. Paola Odreogo, dans ses études, elle a au doctorat aussi, donc apporte énormément à l'équipe. Et puis après, il y a aussi je peux pas tout dire parce Bien qu'il sûr. y a des personnalités qui nous aident à côté. Il y a Élise qui est arrivée dans l'équipe, qui gère aussi les réseaux sociaux. Madula, vous avez dit quelque chose qui m'a frappée. Vous avez dit que quelqu'un vous a dit à un moment donné, tu as le droit, que vous aviez le droit de poser des gestes, de poser ce geste-là, de fonder une maison d'édition. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme formule parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup lu et entendu cet été dans les groupes de témoignages et d'échanges de soutien aux femmes entre elles dans le milieu de l'édition, cette idée du plafond de verre et cette idée de on a le droit de parler, on a le droit de prendre notre place. Et vous avez décidé de le faire d'une façon particulière, c'est-à-dire que vous n'avez pas choisi d'être un cheval de Troie qui allait changer les choses de l'intérieur d'une maison d'édition. Vous avez décidé de fonder votre propre maison d'édition. Donc évidemment, on perd pas de vue le fait que c'est pas si facile d'entrer dans une maison d'édition quand on est une femme racisée, immigrée, musulmane. Hein? Moi, je comprends très bien. Moi aussi, je cumule plusieurs chapeaux problématiques, on va dire, on va les appeler comme ça. Donc je me doute bien qu'il y a cette question-là, hein, que c'est pas si simple d'entrer pour changer les choses de l'intérieur. C'est un premier problème, mais pouvez-vous nous parler de cette idée-là on me fait pas de place, donc je vais créer ma place et d'avoir soudain senti que vous en aviez le droit et que vous-même, si je comprends bien ce que vous dites, le devoir. Oui, parce que la question de changer les choses... de l'intérieur comme de l'extérieur, elle est importante. Pour moi, les deux actions sont utiles, impératives même et complémentaires parce que les personnes marginalisées elles doivent se mettre en action par elles-mêmes aussi pour améliorer leur propre sort, faire bouger les choses à leur niveau. C'est important que leur présence dans les institutions, les ordres, les gouvernements, les académies, etc., les maisons d'édition même, c'est important parce que ça voudrait dire qu'elles sont porteurs du changement. Maintenant, qu'elles intègrent aussi des institutions ou des choses qui existent, c'est bien aussi parce que ça permet de mélanger cette diversité-là avec d'autres acteurs, actrices de la société. Ça permet de faire changer les mentalités, ça permet qu'elles-mêmes elles soient intégrées à la société. Mais par contre, d'attendre aussi, d'être dans l'attente que les autres fassent le changement, c'est aussi problématique. Des fois, il faut aussi faire bouger les choses par soi-même, à son niveau, et c'est aussi porteur de sens individuellement, de manière individuelle, c'est porteur de sens aussi, ça permet de grandir en soi, mais en face, de voir qu'on est invité dans les choses existantes, c'est intéressant aussi, mais on ne peut pas que être dans l'attente. C'est intéressant, ça rappelle une phrase célèbre de James Baldwin, l'écrivain afro-américain, qui disait « Ceux qui disent que ça ne peut pas être fait sont souvent interrompus par d'autres qui sont en train de le faire. » Donc, ça évoque ça, ce que vous dites pour moi. Donc, en effet, cette question-là,
par exemple, on va en venir à la place de diverses syllabes dans la foulée de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le fait d'essayer de changer les choses de l'intérieur et en parallèle de l'extérieur. Comment vous imaginez la place de diverses syllabes dans un paysage éditorial où il y a les maisons canoniques ou même les maisons indépendantes plus petites, mais où tout ça reste quand même très blanc, on est d'accord, et aussi des maisons comme Mémoire d'Encrier. Moi, je peux parler un peu de VLB parce que j'y travaille, où il y a tout un travail sur la diversité au sein des auteurs et moi au sein de l'équipe, donc ça témoigne d'un minimum d'ouverture quand même. Mais donc, comment vous imaginez la place de diverses syllabes et les échanges avec ses collègues et ou compétiteurs du milieu littéraire québécois actuel? Ben, il y a plusieurs questions là. Oui, j'avoue que j'en ai posé 3 en une. C'est merveilleux. Une d'entre elles, déjà, il faut savoir que l'idéalisme de diverses syllabes, ça rejoint aussi une volonté d'affaires. Le but de diverses syllabes, c'est pas d'être une association. Ça, c'est important aussi. Le but, c'est de générer du profit, mais tout en redonnant aux acteurs et actrices du milieu littéraire. On couvre un marché, finalement, qui n'est pas couvert. Diverses syllabes, c'est la seule maison d'édition au Québec qui se spécialise dans les ouvrages écrits par les femmes racisées et les personnes minorisées dans le genre. Finalement, c'est important de le dire. Mais nous, cette place-là qu'on essaye de couvrir va venir en complément de ce que fait, par exemple, Mémoire d'Encrier, va venir en complément de ce que se fait Remue Ménage aussi, parce qu'on oublie souvent qu'on est une maison d'édition féministe intersectionnelle d'abord. Ensuite, on permet aux femmes racisées, aux personnes minorisées dans le genre, de publier. Donc ça ne veut pas dire que ça vient remplacer ou être en concurrence avec ce que fait Mémoire d'Encrier et Remue Ménage. Bien au contraire, c'est en complément. C'est en travaillant main dans la main avec tous les acteurs déjà du milieu littéraire, parce que finalement, la diversité du Québec, elle ne se retrouve pas dans la littérature. Du coup, pas assez à mon goût, encore une fois, à mon goût. Donc, j'essaye d'apporter à coup de 3 livres à la fois, à coup de 3 livres par année, pour que les tablettes des librairies soient plus représentatives de cette diversité-là qui nous entoure, qui est réelle, qui est autour de nous. En un sens, c'est ça rejoint, mais c'est en travaillant main dans la main avec tous ces acteurs-là que la réalité aussi de ce qui nous entoure va être comblée, va être représentée. Et donc, ça va permettre aussi à des minorités de se sentir représentées, de se sentir visibles, d'encourager aussi les jeunes étudiants qui entrent à l'université, d'aller vers les milieux littéraires et académiques, de se dire, vous pouvez avoir une place, il y a des opportunités derrière qui vous attendent. Ça a été un des freins, moi, plus jeune, de ne pas avoir pu accéder justement à la littérature. C'est parce que derrière, je me suis dit, les études, c'est une chose, mais derrière, qu'est-ce qu'il y aura pour moi? Quel est le gain que je pourrais avoir? Quelle est l'opportunité professionnelle que je pourrais avoir? Je ne me voyais pas dans ces domaines-là. Et donc, le fait que là, moi, je puisse... avec mes collaboratrices, collaborateurs, ouvrir cette maison d'édition-là permet aussi de donner l'exemple, permet de tracer quelque chose, permet de dire à ces jeunes-là, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez créer quelque chose, intégrer ces espaces-là aussi, c'est possible à votre niveau, c'est possible pour vous. Donc, et aussi en créant des emplois pour les auteurs-autrices, femmes racisées ou personnes minorisées dans le genre, mais pas que en tant qu'autrice ou auteur uniquement. Également les correcteurs, correctrices, éditeurs, éditrices, illustrateurs, illustratrices, designers, et j'en passe. C'est aussi ça, c'est de privilégier des personnes qu'on voit peu pour aussi envoyer un message à ceux qui hésitent. Vous pouvez intégrer ces espaces-là, mais c'est en travaillant main dans la main, c'est avec les autres acteurs, actrices aussi. Les différents groupes de discussion m'ont encouragée. C'est par eux aussi que j'ai appris que c'était attendu. Mais les personnes hésitaient, les personnes blanches, par exemple, les femmes du milieu littéraire et les personnes minoritaires aussi, dans les différents groupes de discussion, c'était oui, mais on ne veut pas prendre la place des personnes racisées. Donc c'est aux personnes racisées aussi de prendre leur destin en main.
Mais c'est intéressant parce que, bon, d'une part, ce qui me frappe dans ce que vous venez de dire, vous dites qu'à votre sens, il y a un manque de représentation, mais je vous rassure tout de suite, vous êtes loin d'être la seule à sentir ce problème de représentativité, tant dans le monde des créateurs et des auteurs que celui des éditeurs, que celui de tous les autres métiers du livre. Le problème, il est réel et il est là. Et cette absence de représentativité ou de représentation fait que, par exemple, on a failli perdre quelqu'un comme vous. Heureusement, vous avez changé d'idée en venant au Québec, mais on vous aurait pas eu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a des conséquences tout à fait réelles, qui sont pas seulement symboliques, hein, qui sont très concrètes, si vous voulez, que cette absence de représentativité dont vous parlez et contre laquelle vous voulez essayer de mener votre parti ou votre part du combat, si vous voulez. Et parlant de cette question-là, j'aurais envie de vous entendre sur votre expérience de femme noire, mais aussi française, à l'UQAM. Bon, j'allais dire dans les salles de classe. Là, on n'a plus trop les salles de classe depuis quelques mois, mais vous avez eu le temps quand même de vivre un peu cette expérience de l'université francophone québécoise. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'il y a une diversité? Est-ce qu'il y en a moins qu'on croit que ce à quoi on s'attendrait? Comment vous le sentez et comment vous le vivez? D'abord, je vois de la diversité à l'UQAM. C'est merveilleux, il y en a. Par contre, en littérature, dans les salles de classe, c'est extraordinaire. Je suis souvent toute seule et quand il y en a d'autres, c'est vraiment 2, maximum 3. Une fois, on a été 3 en classe, j'ai failli pleurer, c'était vraiment émouvant. C'est triste. Ou alors, il faut aller dans d'autres... Souvent, quand on prend des cours qui sont en relation, par exemple, des cours de féminisme, là, on va avoir plus de diversité, et encore. Parce que ça touche la socio, ça peut être des étudiantes en politique, ça peut être des étudiantes en éducation, ou même qui viennent d'autres filières. Mais c'est triste. Et puis, c'est là, d'abord, que ça m'a frappée. Et plus on monte, 2e cycle, 3e cycle, moins il y en a. Et en termes de représentation aussi au niveau des professeurs, au niveau des corpus étudiés. C'est souvent des hommes, même quand ils sont racisés. Et puis quand il y en a. Et vous voyez, c'est tout ça. C'est pour ça que je vous dis, la problématique, elle ne vient pas que de l'environnement, elle vient aussi des individus minoritaires qui eux-mêmes déjà se mettent un plafond de verre parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, ils ne se sentent pas à leur place dans certains milieux. Donc, c'est de casser ça, c'est d'insuffler, en fait, à ces générations qui arrivent le goût de sortir de des carcans, en fait, que la société ou que le discours social ou je ne sais quel impératif leur a mis en tête que non, les personnes racisées ne peuvent pas aller en littérature ou en politique ou dans quelques filières. Non, on peut aller partout et il le faut d'ailleurs. Il faut investir toutes les strates, en fait, parce que ça permet aussi, d'une part, de sortir de ces carcans, ça permet aussi de montrer aux autres qu'on peut tout intégrer, qu'on peut tout faire, qu'on n'est pas juste des subordonnés, on peut avoir des postes à responsabilité. Les femmes aussi, hein, c'est toutes ces minorités-là. Il faut qu'on sorte, en fait, du care, d'être constamment en train d'aller dans des métiers qui vont venir aider l'autre, être dans la compassion. Il en faut, c'est extraordinaire, c'est très bien, mais on ne peut pas faire que ça. On peut être aussi des dirigeants, des leaders, des commandantes, que sais-je, des scientifiques extraordinaires. Et puis, on peut tout faire. Et puis ça, c'est ce qu'on doit inculquer à nos enfants. Je vous dis, et tout ça, ce positivisme-là de soi, il doit vraiment se répercuter sur ces minorités-là parce qu'on ne le fait pas assez. Il y a des priorités qu'on a qui ne sont pas les mêmes que les autres. Il y a d'abord, avant de se pencher sur... je veux dire, aujourd'hui, je peux me permettre... tout ça, les cours, l'entreprise, les éditions diverses syllabes, etc., parce que j'ai des privilèges que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. J'ai une énergie que je n'avais pas, j'ai une maturité que je n'avais pas. C'est ça, c'est tout ce bagage-là, en fait, que j'essaye de redistribuer auprès de communautés qui ne se sentent pas à la hauteur. C'est dommage de perdre du temps. Hein. La vie commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une seule. Hein. Je paraphrase un peu. Absolument, bien sûr. Lors d'un échange récent que j'ai eu avec Rodney Saint-Éloi, il y avait des mots qui, je pense, peuvent vous parler. Il disait qu'il souhaitait que nos enfants n'aient même pas à se poser cette question, que cette question n'existe même pas pour eux. Et je pense que c'est peut-être en effet le devoir de notre génération
d'essayer de travailler le plus possible pour qu'ils n'aient pas à se poser cette question-là, que ce soit normal pour eux d'avoir ces désirs-là, ces ambitions-là, d'attendre cette place-là ou ces places-là. C'est un peu dans ce sens-là que vous travaillez, je crois. Tout à fait. Je le remercie, c'est beau. C'est beau Oui. et c'est vrai parce que moi, ma fille, quand je la regarde, je me dis, est-ce que tous les obstacles que je me mettais sur la route, moi-même, ou que les autres me mettaient et que je laissais me mettre sur la route, est-ce que elle les aura? Est-ce qu'elle va si elle les a, comment moi je peux essayer de lui faire comprendre que non, parce que c'est une fille, elle ne peut pas faire ça, parce que c'est une noire, elle ne peut pas... Non, il faut, je pense, vraiment, même ces histoires d'étiquettes, les quotas, tout ça, ce sont des semi-solutions mises en place afin de faire changer les choses. Mais je veux un monde où les étiquettes de femmes noires, mères, etc., qu'elles soient un individu qui apporte à sa société parce qu'elle a des habilités scientifiques, cette personne-là, elle sera scientifique, point. On s'en fiche qu'elle vienne de tel ou tel endroit, de tel ou tel. Ça, c'est un rêve, une idéologie. Vous n'êtes pas la seule à l'avoir. Mais c'est ça. C'est une démarche. Vous m'amenez directement à la question que j'allais vous poser juste après, que nous sommes nombreux de ce groupe-là à se poser. C'est cette fameuse histoire, ce mot qui est apparu il y a quelques années au Québec, qui est inspiré du mot américain racialized, qui ne veut pas tout à fait dire la même chose, qui est ce terme de racisé. On est maintenant identifiés comme des personnes racisées. C'est pas forcément malveillant, mais en même temps, c'est le symptôme de quelque chose. Est-ce que vous avez envie de nous parler un peu, parce que c'est un mot que vous employez pour parler de votre maison d'édition, c'est un mot que nous sommes nombreux à employer pour parler de nous-mêmes, parfois pour gagner du temps, parce qu'on est sûr qu'on va être compris, qu'on va savoir ce qu'on veut dire, mais c'est en même temps un mot qui peut déranger les personnes qui le désignent. Je ne sais pas si vous avez envie de nous dire quelques mots là-dessus et en lien avec votre projet, qui n'est plus un projet, avec la réalité, maintenant, de diverses syllabes. Oui. Le mot fait mal. Racisé, la diversité, issue de la diversité, deuxième génération d'immigrants, enfants d'immigrés, et j'en passe. C'est des mots qui te rappellent ta place finalement de sous quelque chose, de non hégémonique, de l'être suprême, tu ne fais pas partie de ça. T'es une minorité. Et le marginalisé, je pense que c'est le pire. C'est le mot qui vous dérange le plus, le marginalisé. Oh oui. Et c'est des mots, c'est quand même contradictoire, parce que c'est des mots que je vais utiliser pour moi-même. Bien sûr. Parce qu'on n'en a pas d'autres. Parce qu'aussi, je veux me réapproprier cette espèce d'ambiguïté, cette espèce d'ambivalence, cette dureté-là que je veux me la réapproprier aussi en quelque chose de plus positif. On va nous coller ces étiquettes-là pour dire les personnes issues de l'immigration sont des termes négatifs, péjoratifs, etc. Je n'ai même pas envie de les citer parce qu'on les entend trop souvent. Je ne veux pas répéter ça. Mais par contre, les utiliser pour un projet positif, pour faire changer les choses, etc., c'est plus rare. Donc, le choix a été mis d'utiliser ces mots-là afin de attirer l'attention. Les personnes marginalisées, c'est celles qu'on cible en tant qu'auteur-autrice de notre maison d'édition afin que leur voix soit portée. Mais encore une fois, je n'ai pas envie de faire, comme je l'avais dit une fois, c'est pas une niche à doléances, c'est pas pour que ces personnes-là parlent encore une fois de leurs problématiques, de leur race ou quoi. En fait, finalement, c'est de leur laisser la chance de s'exprimer. Si c'est le but, qu'elles puissent se sentir mieux en parlant de ça, très bien. Mais le but, c'est plutôt de parler d'amour, de la non-mixité, de la valorisation, finalement, des avantages, d'être racisé, encore une fois, vous voyez. Parce que moi, je parle deux langues. Je suis sensibilisée. Pas sensibilisée, pardon, j'ai la connaissance, c'est la sensibilité. Oui, sensibilisée, on peut dire ça. Je vais dire à la cause de l'Afrique, aux femmes africaines, à l'Afrique, à cette africanité qui est en moi. J'ai pas le choix. Elle est en moi. Je parle plusieurs langues. J'ai plusieurs cultures. Je suis plus ouverte. Je suis curieuse.
je comprends que l'hégémonie, il y en a une, il y en a plusieurs finalement. J'ai un regard qui est beaucoup plus je compare pas avec les autres, mais je veux dire, j'ai une sensibilité à l'être humain qui est différente d'une personne qui aurait vécu une seule culture et qui serait enfermée dans ses codes ou dans ses... C'est ça, dans ses codes et dans les codes qu'on lui aura infligés. Qu'on lui a appris. Oui. C'est ça. Quand on me dit « la femme noire », moi je me dis « écoute, je comprends pas parce qu'on est multiples. » Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est comme dire la femme musulmane ou la femme tout court, d'ailleurs. Exactement. Oui, exactement. C'est ça. Oui, mais et puis donc puis vous ramenez ça à une question essentielle qu'on a tendance à oublier, qui est celle du fait que les personnes racisées ou les personnes en situation marginalisée ou en minorité, ou tous ces beaux mots-là, comme vous dites très justement, on n'a pas le choix de les utiliser parce que pour l'instant, ils sont nécessaires et qu'on n'en a pas d'autres. On rêve du jour où ils ne seront plus nécessaires, mais ce n'est pas leur seul sujet. Édouard Saïd en a beaucoup parlé, le penseur Édouard Saïd, palestino-américain, oui, bien sûr, qui disait « on n'est pas qu'une identité, on n'est pas qu'une femme, on n'est pas qu'une femme racisée, on n'a pas qu'un seul sujet sur lequel on souhaite s'exprimer et à propos duquel on souhaite écrire. » Donc, dans le cas de diverses syllabes, si je comprends bien, il s'agit de donner une place à ces personnes-là pour qu'elles écrivent ce qu'elles ont envie d'écrire. Il n'est pas forcément une réflexion sur cette place-là, finalement. Ça peut être une réflexion sur un million d'autres choses. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Il ne faut pas l'oublier. Exactement. Et puis leur permettre de se dire, le catalogue est plus ouvert. Le catalogue, c'est ces diverses syllabes, c'est la manière de parler. Moi, quand je parle en mandingue, une langue de l'Afrique de l'Ouest, la manière de prononcer les syllabes, de couper les mots, elle est totalement différente de la manière dont je parle en français, la manière dont je m'exprimais en anglais. C'est ça. Ça se rapproche beaucoup du japonais, ça se rapproche beaucoup de cette manière de couper les mots, de tout ça. Vous voyez, c'est tout ça qui vient me chercher. Et c'est cette diversité-là, ces syllabes, cette manière de parler, cette manière de chanter les mots, cette manière d'écrire les lignes. C'est tout ça que je veux permettre, en fait, que je veux offrir, en fait. Et offrir tant aux auteurs-autrices qu'aux lecteurs, lectrices de découvrir, parce que on ne parle pas de la même manière, ne serait-ce qu'en France, dans le sud de la France, on ne parle pas de la même manière que dans le nord, on ne parle pas de la même manière que dans le centre, les expressions, la manière de chanter les mots, et même au Québec. La francophonie, elle est multiple. Quand on dit on parle le français, c'est pas du tout le même français. Quand on va dans les anciennes colonies en Afrique, c'est pas le même français qu'ici ou le français d'ailleurs. C'est vraiment un français qui est vraiment différent, qui apporte en fait. Et ça, j'aimerais qu'il se retrouve dans les écrits. Dans le catalogue de diverses syllabes. Exactement. Une dernière petite question. C'est un sujet que vous avez abordé un peu tout à l'heure, mais sur lequel on n'a pas développé. Vous parliez de la part... stratégie, la part business, si on peut dire, de votre maison d'édition, qui est ça m'a fait réfléchir et donc ça m'a donné envie de vous poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand on est une femme, et encore plus une femme racisée, et en plus une femme racisée littéraire, cette espèce de préjugé à l'effet que la littérature, c'est quelque chose de très éthéré, c'est quelque chose de très idéal, ça flotte dans les airs comme ça, mais il n'y a pas... cette idée qui est nécessaire pour fonder n'importe quelle entreprise, même si c'est une entreprise culturelle, il faut que ça fonctionne, il faut que les gens qui publient soient payés, il faut que les auteurs soient payés, que les gens qui travaillent pour vous soient payés. Donc, il y a tout un autre aspect qui vient avec votre projet, sur lequel j'aimerais vous entendre, parce que c'est un volet qu'on a tendance à oublier en parlant de littérature en général, mais aussi c'est associé pour moi dans mon esprit à un préjugé envers les personnes des minorités, si on peut dire, qui, quand on a la chance de leur donner une tribune, elles sont en plus censées le faire gratuitement. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que... Oh, totalement, oui. Mais la chance que j'ai eue, en fait, c'est en écoutant cet été, j'ai intégré beaucoup les cercles de discussion, comme je disais, et en écoutant les femmes et les minorités de genre du milieu littéraire discuter, j'ai beaucoup appris, en fait.
il et elle, franchement, m'ont donné en fait les outils pour peaufiner ce projet parce que, comme je le disais, je l'avais pas pensé comme ça. L'aspect financier, par exemple, c'est quelque chose que j'aurais fait comme tout le monde. Hein. J'ai pas la science infuse, mais c'est en écoutant en fait les acteurs actrices du milieu littéraire que j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là, que c'était impératif même, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que si je devais monter une structure aujourd'hui, je ne pouvais pas faire comme c'était fait avant, parce que déjà je le savais, on venait de m'en faire part hein, de ces problématiques-là, mais en plus de ça, parce que moi c'était nouveau, les autres ont monté leur structure depuis un moment et ils ont fait comme on a toujours fait. Mais moi, j'étais nouveau, j'écoutais ce qui se passait autour de moi, je pouvais pas me fermer les yeux sur cette problématique-là. Donc, il et elle m'ont aidé à peaufiner mon projet. Donc j'ai assumé déjà le côté intersectionnel, inclusif, parce que c'est quelque chose que je ne m'autorisais pas à faire. J'avais peur de rentrer dans le ghetto, le cliché, ou de faire du communautarisme où j'en passe. Là, j'ai entendu plein de mauvais mots. Mais en tout cas, j'avais peur moi-même, en fait, en moi. Mais il et elle m'ont permis, en fait, en discutant avec ces acteurs-là, en me disant, mais écoute, il n'y a pas à avoir honte de ça. Mais en plus de ça, ils m'ont permis de cibler, de dessiner plus précisément, en fait, les valeurs, les objectifs, pour répondre au mieux, en fait, à la réalité de ces acteurs et actrices-là. La rémunération et la bienveillance envers les auteurs-autrices, c'était comme la base. C'est le premier, là. Avant de parler du catalogue, etc., de qui pourrait publier chez moi, c'était vraiment, déjà, avant toute chose, de demander à un auteur d'écrire quelque chose pour le lendemain ou pour une période totalement... Enfin, c'est comme... Être bienveillant, c'est ça, irréaliste, merci. Et c'était exactement ça, c'était de penser ça, d'être bienveillant. En plus, c'est que l'enjeu lié à la rémunération, c'était cette précarité-là. En fait, c'est de se donner à la culture et l'art pour l'art. C'était un idéalisme surfait et que là, il fallait changer ça et aider au moins à faire changer les choses. Et là, ça a pris de tirer, en fait, les avantage de la situation dans laquelle nous étions, c'est-à-dire que dans le cadre du confinement, les gens étaient tous à distance, en télétravail, grâce aux outils d'Internet. Ça permettait aussi de travailler à distance, de ne pas payer des locaux. Donc ça, c'est aussi d'économiser sur certaines choses et donc en économisant sur ces choses-là, sur la location de bureaux, sur le matériel informatique, sur l'hydro, etc. Ça permettait de redonner aux acteurs. Et en redonnant aux acteurs, s'il y a un manuscrit qui est sélectionné auprès de diverses syllabes, c'est de donner $1000 directement à une personne parce qu'elle a déjà fourni son travail en déposant son manuscrit chez nous et qu'il nous a plu déjà. Ensuite, c'est pas une avance. Et ça, c'était important aussi. Il ne fallait pas que ce soit une avance, mais il fallait que ce soit une rétribution immédiate à la signature du contrat et qu'ensuite, au niveau des droits d'auteur, ce soit doublé par rapport à ce qui se faisait actuellement. Parce que c'est ça, en faisant des statistiques, en discutant avec ces personnes-là, en faisant des... C'est ce qui est ressorti. C'était ce montant-là, c'était le montant idéal qui correspondait un petit peu à ce qu'il se fallait, puis en payant aussi tous les autres acteurs, hein, parce que les libraires, etc., il faut aussi penser à tout ça, et ma formation comptable m'a aidée, et tout ça s'est ficelé comme ça, et donc c'est faisable, mais c'est faisable aussi parce que mon modèle d'entreprise a été pensé dès le début comme ça, c'est pas une transformation, c'est dès le début, grâce aux discussions, c'est un travail d'équipe, finalement. Quand il y a de la solidarité envers... et que tout le monde met la main à la pâte, il en ressort des fois des bonnes choses. Et en prenant conseil auprès des bonnes personnes, des acteurs et actrices du milieu littéraire, en écoutant, finalement. Je trouve que on est arrivé à la fin du temps qui nous était alloué. Je trouve que c'est une conclusion absolument magnifique, qui est parfaite. Et félicitations d'avoir su monter ce projet-là et d'être une agente de changement, mais qui est tout à fait capable de tenir compte du principe réalité et d'agir sur le principe de réalité, tout en rêvant et en aspirant à quelque chose de beau. C'est vraiment bon de vous entendre et ça nous donne de l'espoir. Et ben, on souhaite vraiment énormément de succès et longue vie à diverses syllabes. Et merci infiniment de nous avoir parlé. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci aux donateurs qui
Vraiment sans eux, aux donateurs et aux alliés et aux personnes qui nous soutiennent de quelque manière que ce soit, en diffusant, ne serait-ce qu'en diffusant une de nos publications parce que, sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça aussi, c'est cette solidarité-là qui s'est diffusée au niveau des médias aussi, l'accueil qu'on a eu, c'est extraordinaire. Et je tiens vraiment à remercier parce que c'est ça aussi qui fait que notre force est... J'en profite pour rappeler ceux qui nous écoutent à continuer, s'ils le font déjà, et à commencer, s'ils ne le faisaient pas encore, à soutenir Diverses Syllabes, justement, en partageant ses publications, en allant s'informer, et de toutes les manières possibles, que le mouvement de solidarité s'élargisse autant que possible autour de vous. Merci beaucoup, Madioula. Merci, Mélika. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet entretien entre l'autrice Madioula Kébé-Camara et la chercheuse en littérature Melika Abdelmoumen, un entretien réalisé en collaboration avec Magnéto et qui s'est enregistré virtuellement dans le respect des consignes de distanciation sociale. Pour découvrir d'autres auteurs, retrouvez tous les épisodes des rencontres d'écrivaines et d'écrivains du CRILC sur votre application balado préférée.